Bonjour tout le monde, je suis Rebecca McLaughlin-Duane et cette semaine, nous rencontrons le PDG du Centre de développement de l'économie islamique à Dubaï. L'ambition est clairement affichée, Dubaï souhaite devenir un hub mondial pour l'économie islamique, mais est-elle sur la bonne voie et qui peut lui faire concurrence ? S'il n'y avait pas de concurrence, je ne crois pas que Dubaï en serait là aujourd'hui. Nous nous intéresserons également à la technologie financière à Londres, surnommée la FinTech, et nous verrons en quoi cette industrie peut perturber le secteur de la finance islamique. Faisons d'abord le point sur les banques islamiques au Moyen-Orient pour découvrir comment elles sont nées, celles qui connaissent la plus forte croissance, mais aussi le type de retour sur investissement qu'elles proposent. Les explications de Salim Essaï. La banque islamique est sans doute aussi vieille que la religion en elle-même, mais elle s'est particulièrement développée ces 50 dernières années. Ce système bancaire promeut une économie conforme aux textes sacrés et aux préceptes de l'islam. Le profit est par exemple partagé plutôt que de faire payer des intérêts sur les prêts. L'économie islamique pourrait peser 3 000 milliards de dollars à l'horizon 2021, avec des pays comme la Malaisie, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis en tant que leaders du marché. Même si c'est un des secteurs bancaires qui se développe le plus rapidement, la finance islamique reste relativement minoritaire. Elle représente à peine 1% de la finance au niveau mondial. L'industrie bancaire islamique a doublé sa croissance chaque année jusqu'en 2014 et connaît un petit ralentissement ces 4 dernières années. Selon certains experts, introduire davantage de règles serait nécessaire pour attirer de nouveaux clients, séduits par l'idée de produits financiers estimés conformes au texte islamique. Si vous autorisez toutes les institutions à entrer dans le marché avec leurs propres règles, vous vous retrouvez avec un méli-mélo administratif qui sera ensuite très compliqué à démêler. Tôt ou tard, on ira vers une standardisation des produits nouveaux et innovants. Alors que les banques islamiques sont présentes dans plus de 60 pays, le FMI doit annoncer des régulations et des recommandations dès l'année prochaine. Certains analystes considèrent que la finance islamique responsable passe par le système de soukouk, c'est-à-dire des obligations de type islamique où la génération d'intérêts est prohibée. Il s'agit en fait d'un certificat d'investissement conforme à la charia qui interdit le concept de l'argent pour l'argent et qui offrirait plus de stabilité que les investissements traditionnels. Si on regarde les obligations du marché émergent américain de l'année dernière, on constate une perte de 3,8%, alors que les soukouk n'ont engendré une perte que de 2,09%. Ils font donc mieux. Les banques misent tout sur ces obligations islamiques et prévoient d'accueillir encore plus de clients durant l'année à venir. Lorsque les entreprises se portent bien, elles ont tendance à investir et à avoir besoin de plus de financement. Donc on s'attend à un intérêt croissant pour les soukouk. En 2018, on pourrait assister à une hausse d'au moins 5%, voire bien plus. La région du Golfe Persique avait d'ores et déjà battu un record en 2017 avec des émissions d'obligations à hauteur de 70 milliards de dollars. Les banques espèrent faire encore mieux cette année. Dubaï, capitale de l'économie islamique. Voilà le nom d'une initiative mise en place il y a 5 ans aux Émirats. Depuis, le développement de l'économie et l'impact de chaque secteur ont été méticuleusement surveillés. La croissance de l'économie islamique est devenue un pilier pour Dubaï à l'ère post-pétrolière. Les Émirats ont l'ambition de devenir la plaque tournante de cette économie en développant ce que l'on appelle l'investissement responsable, tout en soutenant l'innovation et l'entrepreneuriat dit halal. Symbole du développement de cette économie islamique, le secteur de la restauration et du lifestyle devrait atteindre à lui seul 3 milliards de dollars d'ici 2022. La finance islamique attend également beaucoup de l'émergence d'autres secteurs halal, comme le tourisme, la mode, les médias ou même l'industrie pharmaceutique. Le Centre de développement de l'économie islamique de Dubaï est en première ligne pour exploiter le potentiel des Émirats. Son directeur général, Abdullah Alawar, nous explique les challenges et les opportunités drainées par cette économie.
Bienvenue sur Inspire Middle East. Merci, je suis heureux d'être là. Commençons par les priorités du centre cette année. La vision est là, l'ambition est là, mais êtes-vous vraiment sur les rails? Nous avons d'ores et déjà lancé plusieurs initiatives, 36 pour être précis. Par exemple, nous avons recensé toutes les obligations islamiques, les fameux soukouk. Quand l'initiative a été lancée en 2013, Dubaï était 3e sur le marché pour attirer de nouvelles inscriptions. Aujourd'hui, Dubaï est le premier. Mais il y a la concurrence des autres pays et des autres villes qui veulent aussi être le moteur de l'économie islamique. On peut penser à la Malaisie ou même à Londres. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt privilégier le regroupement? S'il n'y avait pas de compétition, je ne pense pas que Dubaï serait devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Avec tout le respect que je dois aux autres centres d'économie islamique, je pense que Dubaï a l'avantage. Nous sommes au cœur d'une région très dense économiquement. Je ne pense pas seulement aux pays du Golfe et au Moyen-Orient, mais aussi aux 42 pays qui nous entourent, dont des pays d'Afrique du Nord et d'Asie du Sud. En 2016, l'économie islamique représentait 8,3% du PIB. Quels sont les derniers chiffres et quelles sont les prévisions pour l'année prochaine? Nous n'avons pas encore évalué tous les secteurs, mais je peux déjà me référer à la finance islamique et aux secteurs clés de l'industrie et du commerce halal. Pour le moment, cela ne représente que 8,3% du PIB. Mais si l'on inclut les autres secteurs, ce que l'on va étudier ces prochaines années, je suis sûr que le chiffre sera plus élevé. Quelle est l'importance des jeunes musulmans dans cette stratégie? Ils sont très importants. On permet en fait à cette jeune génération, ces entrepreneurs, ces PME, de contribuer à l'économie grâce à leurs idées et leurs technologies. C'est pourquoi certaines de nos initiatives sont directement à leur intention. Le secteur de la FinTech, par exemple. Nous faisons tout pour attirer ces jeunes entrepreneurs et pour leur fournir une plateforme idéale pour proposer leurs technologies innovantes. Nous faisons le lien entre eux et la communauté, que ce soit celle de la finance islamique ou celle de l'économie islamique plus largement. C'est l'une de nos missions. Et cette communauté d'investisseurs, qui sont-ils? S'agit-il uniquement de musulmans? En 2016, les consommateurs ont dépensé plus de 2000 milliards de dollars pour des produits dits conformes à la charia. Et cela concerne aussi bien des musulmans que des non-musulmans. De la même manière, les obligations islamiques proviennent d'institutions ou de gouvernements afin d'élever les financements. De nombreuses obligations islamiques sont justement issues de gouvernements non musulmans. Abdullah, ça a été un plaisir de discuter avec vous. Merci. Tout le plaisir est pour moi. D'après un rapport de Standard & Poor's, l'industrie de la finance islamique devrait connaître une croissance lente durant les prochaines années. Malgré ce contexte, la FinTech promet de belles perspectives. Damon Embling s'est rendu à Londres pour rencontrer des innovateurs qui font bouger l'industrie. Londres est depuis des lustres un centre de la finance. La capitale britannique se tourne désormais vers les nouvelles technologies pour devenir l'un des moteurs de ce qu'on appelle la FinTech. Londres va même jusqu'à court-circuiter la finance islamique en allant sur le terrain des produits conformes à la charia, un secteur qui a le vent en poupe. À 27 ans, Zishan Upal dirige l'une de ses startups. Son entreprise, baptisée Yielders, bouscule le marché des investisseurs au Royaume-Uni en se basant sur le crowdfunding musulman. La finance traditionnelle a connu un véritable bouleversement, notamment avec la génération de ces jeunes musulmans qui n'avaient pas envie de participer au système financier conventionnel. La FinTech a notamment permis à certains Britanniques d'investir dans l'immobilier, mais l'élément de finance islamique ou de finance de la charia a souvent été oublié. C'est vraiment à ce marché-là qu'on veut s'adresser. Ces jeunes, désintéressés par les banques traditionnelles, sont à l'image de Joseph, 22 ans. En fait, je préfère tout faire en ligne. Je n'aime pas aller à la banque ou dans ce genre d'endroit. Je fais tout depuis mon téléphone, c'est beaucoup plus facile. La finance islamique fait partie prenante des infrastructures britanniques. Elle est par exemple à l'origine de cette tour, le London Star Skyscraper.
Le Royaume-Uni est le premier pays occidental à avoir initié une obligation islamique. La trésorerie britannique soutient et reconnaît le potentiel de cette révolution islamique fintech, mais le pays va devoir faire des efforts s'il veut tenir tête aux concurrents du Moyen-Orient. La fintech est construite sur 3 piliers principaux, le capital, le talent et la régulation. Le Royaume-Uni excelle en termes de talent et de régulation, mais on a eu un problème de capital pendant longtemps. C'est en train de changer. C'est primordial car les banques commencent à participer et à soutenir le business de la technologie financière. Elles commencent à devenir partenaires et à investir. Dans le secteur islamique, les banques n'ont pas encore saisi l'opportunité, mais là aussi c'est en train de bouger. C'était notre objectif, créer un réseau au sein de la communauté islamique et fintech pour accompagner les Britanniques et ne pas tout céder aux autres juridictions comme Dubaï, le Bahreïn ou les pays du Golfe. Et en ce qui concerne le Brexit, quel impact cela pourrait avoir sur la croissance de la fintech islamique ici ? Comme le secteur conventionnel de la fintech, les technologies islamiques devront sûrement s'adapter à de nouvelles législations européennes. Nous ne pensons pas que cela aura un impact énorme. La question est de savoir où ces technologies vont-elles se développer, ici au Royaume-Uni, leur lieu de naissance ou ailleurs en Europe. Quoi qu'il se passe avec le Brexit, il semble que la fintech ait encore 2 beaux jours devant elle chez les Britanniques. C'est tout pour cette semaine. N'oubliez pas que vous pouvez revoir tous les épisodes sur euronews.com. Et avant de se quitter, voilà ce qui a retenu l'attention de l'équipe d'Inspire sur les réseaux. Matt, un coursier britannique, partage sa philosophie de travail ici à Dubaï. Son commentaire, les gens heureux sont ceux qui vendent. De son côté, Irfan révise sa charia dans une bibliothèque un peu particulière, celle de l'Institut de la banque et de la finance en Malaisie.